Bonjour à tous, bienvenue sur Voxa Contrario. Je suis parfaitement heureux de vous accueillir sur la chaîne parce qu'il est probable que vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, même si effectivement les premiers abonnés de la chaîne savent qu'il y a eu 2-3 vidéos qui ont été publiées dans le courant de l'année dernière. Ces vidéos ne me correspondent plus vraiment, en tout cas elles me plaisent plus vraiment quand je les regarde. Je me permets 2-3 minutes de blabla en début de vidéo et ensuite évidemment on enchaîne sur la suite. Et j'ai envie de changer un petit peu de DA sur la chaîne, que ce soit en termes de montage, en termes de diction. Si vous voulez, tout simplement, avant j'aimais bien suivre un script assez rigide, c'est-à-dire quasiment dire mot par mot ce que j'avais prévu de dire dans le script. Et donc je me rends compte que ça me correspond plus vraiment, je suis bien plus vivant, bien plus performant dans le spontané, c'est-à-dire comme si j'expliquais quelque chose à un ami, voilà, comme je vais le faire ici. C'est-à-dire que là je suis pas du tout de script, évidemment je travaille mes sujets en amont, mais pour autant j'ai pas de feuilles là comme ça ou de notes sur le côté, voilà, tout me vient en tête et puis je trouve ça plus spontané, plus vivant. L'autre raison d'être de cette vidéo, bah, c'est évidemment il faut bien commencer l'année, il faut bien produire du contenu, et je pense que ça peut servir un petit peu d'étalon, de test. Et donc pour expliquer un petit peu le concept d'aujourd'hui, c'est une sorte de fake FAQ, donc c'est-à-dire une vidéo où je vais me poser des questions à moi-même, même si c'est un peu bizarre dit comme ça. J'ai pris pas mal de questions qu'on s'est déjà posées en historiographie ou qui ont déjà été reprises par les passionnés, ou des questions assez populaires, plus ou moins précises, pour un petit peu les développer, débunker ou apporter des précisions là-dessus. Je précise quand même que la plupart de ce que je vais dire dans la vidéo là, c'est une sorte de synthèse des travaux qui ont été faits sur le sujet, et ça n'est pas moi qui développe ça, ce sont des historiens, des chercheurs spécialisés sur ces domaines, et donc ce n'est pas moi qui développe ces sujets, hein, je préfère quand même le dire avant la vidéo. Et donc sur ce, nous allons pouvoir passer à la première question. On a la première question qui porte sur l'opération Dynamo. Que penser du fait que Hitler ait laissé s'échapper volontairement le corps expéditionnaire britannique et les troupes françaises à Dunkerque? Alors question très intéressante, on se demande qui l'a posée. Plus sérieusement, Hitler n'a pas laissé s'échapper volontairement les troupes franco-britanniques à Dunkerque. Ça c'est simplement une justification qu'il a essayé de faire passer un petit peu à tout le monde a posteriori, aux alentours du 2 juin, lorsqu'il s'adresse en fait à tout un parterre d'officiers du groupe d'armée A. Selon lui, ce stratagème aurait permis de ne pas braquer le Royaume-Uni, de ne pas entamer leur honneur, et donc de les amener plus facilement à des accords de paix, tout simplement. On sait que Hitler n'a pas été avare de complaisance dans les années 30 envers le Royaume-Uni, contrairement aux certains dédains qu'il a pu montrer envers la France par exemple. Et donc, lorsqu'il va se justifier de cette manière le 2 juin devant tous ses officiers, il vient de comprendre en fait que l'opération Dynamo va plutôt bon train, qu'une certaine masse d'hommes franco-britanniques a déjà été rembarquée, et donc que le coup de filet tant espéré ne va pas totalement fonctionner. Et qu'on se mette d'accord, aucun chef de guerre digne de ce nom n'aurait laissé s'échapper plusieurs centaines de milliers d'hommes comme ça. Alors à ce sujet, il faut également qu'on aborde le Haltbefehl, donc l'ordre d'arrêt qui est donné par les Allemands le 24 mai. Comprenez bien aussi que les Allemands, avant le 24 mai, ont totalement l'opportunité et les capacités de saisir Dunkerque parce que la région est encore peu défendue, les troupes françaises et britanniques qui reviennent de Belgique ne sont pas encore totalement revenues sur le secteur tout simplement. Le secteur de Dunkerque est très peu défendu, uniquement par le secteur fortifié des Flandres, qui ne dispose pas de matériel lourd, de matériel anti-char ni anti-aérien. Mais ce qui va véritablement changer la donne, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle ça le miracle de Dunkerque, parce que c'est véritablement un coup du sort providentiel pour les Alliés, c'est l'ordre d'arrêt qui est donné le 24 mai donc, par le général von Rundstedt qui commande le groupe d'armée A qui devait prendre Dunkerque. Von Rundstedt est un général de la vieille école qui a été formé sous l'armée impériale allemande et qui a une conception relativement conventionnelle des opérations. Et donc ces chars qui effectivement se sont avancés très en amont dans le front, lui estime que l'infanterie doit d'abord suivre et qu'on doit d'abord consolider tout le périmètre autour de Dunkerque avant de lancer quelconque opération. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cet ordre a été confirmé par Hitler, et de cet ordre d'arrêt découlent plusieurs choses. D'abord, on a deux têtes pensantes, les deux têtes pensantes de l'armée de terre allemande, qui sont à l'OKH, le général Franz Halder et Walter von Brauchitsch, qui, eux, sont plutôt enclins à continuer la progression, quitte à ce que l'infanterie n'ait pas encore suivi. Et ces deux généraux vont être plutôt mécontents lorsqu'ils vont apprendre que von Rundstedt a donné cet ordre d'arrêt, alors que l'armée allemande est, selon eux, en capacité de poursuivre l'offensive sur Dunkerque. Ils vont donc enlever totalement la 4e armée à von Rundstedt pour l'affecter au groupe d'armée B, qui lui va devoir prendre Dunkerque. Et vous vous en doutez, quand Hitler va apprendre ça, ça ne va pas du tout lui plaire, et certaines thèses affirment que lorsque Hitler a confirmé l'ordre d'arrêt de von Rundstedt, il a voulu un petit peu donner une leçon aux différents dirigeants militaires de l'état-major de l'armée de terre qui avaient enfreint son autorité. Il a voulu montrer qui était le patron, quoi.
Donc pour répondre plus simplement à la question, parce que j'ai fait pas mal de digressions, non, Hitler n'a pas laissé s'échapper volontairement toutes ses troupes franco-britanniques, et l'excuse qu'il a donnée après a posteriori, c'est simplement pour masquer son échec, et uniquement lorsqu'il a compris qu'il n'allait pas pouvoir s'emparer de toutes ces troupes franco-britanniques qui, elles, ont pu rembarquer. Alors ensuite, on a une question qui nous parle de chars, et qui nous dit « Pourquoi les Américains n'ont pas construit un char plus puissant lorsqu'ils ont commencé à combattre les tigres et les panthères ?» Alors les Américains et les Allemands n'ont pas du tout eu la même conception du rôle de l'arme blindée et même des chars en général pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai qu'aujourd'hui on a une vision assez tanko-centrée sur les affrontements. On imagine vraiment des combats de chars, une masse de chars contre une autre masse de chars. Je pense que par exemple un bon exemple ce serait la bataille de la Prokhorovka pendant les engagements de course, qu'on s'imagine vraiment une énorme masse de blindés soviétiques qui affrontent une énorme masse de blindés allemands. Alors c'est vrai que des affrontements de ce genre ont eu lieu, ça c'est indéniable, mais ils n'ont pas constitué l'essentiel des combats qui impliquaient des chars. En général, il s'agissait souvent plus de combats chars contre infanterie ou chars contre position aux tranchées par exemple. Alors, les Américains voulaient un char fiable, facile à produire, et concentrer leur production industrielle sur un nombre réduit de modèles. Là où les Allemands, au contraire, ont éparpillé toute leur production sur une multitude de blindés. C'est pour ça que les Panzer III, IV, les Panthers et les Tigres ont quasiment coexisté pendant une bonne partie de la guerre. Et là où la doctrine américaine diffère grandement de la doctrine allemande, c'est que, selon eux, le combat char contre char est un rôle dévolu aux bataillons de tanks destroyers, donc littéralement aux chasseurs de chars. Pour ceux qui connaissent, c'est notamment le cas des M10, des M18 et des M36. Et en réalité, si on prend l'exemple du fameux M4 Sherman, utilisé par les Américains et ensuite par l'ensemble des forces alliées, la plupart du temps, il était entièrement suffisant contre la plupart des menaces qu'ils pouvaient rencontrer sur le terrain. Les tankistes alliés et même la propagande a surexagéré, je pense, le nombre de tigres et de panthers qui ont été rencontrés sur le front de l'Ouest, et au final, les tankistes alliés avaient bien plus de chances de rencontrer un Panzer IV, un Stug ou des modèles de blindés moins puissants, contre qui le Sherman pouvait plus ou moins rivaliser. Son canon de 75 mm court a été bien moins mauvais que ce qu'on a souvent dit, et en plus il était relativement bon dans son rôle d'appui-feu, un rôle pour lequel il a été pour le coup conçu. Et ajoutons à cela l'énorme capacité de production américaine qui fait que lorsque les Allemands détruisaient 5 chars Sherman, les Américains, je caricature, mais pouvaient en envoyer 10 le lendemain, là où les Allemands ne pouvaient pas se le permettre. Et au contraire, les Allemands, conscients de leur infériorité numérique et industrielle, cherchaient à compenser cette infériorité par le fait de concevoir du matériel plus puissant et qu'ils jugeaient supérieur au matériel aligné par les autres nations. C'est typiquement la doctrine de la qualité qui doit primer sur la quantité. Et même si la propagande ironisé sur les capacités de production de l'URSS et des États-Unis, au bout d'un moment, les responsables allemands ont bien dû comprendre, assimiler que leur production ne pourrait dépasser celle de l'Union soviétique et encore moins celle des États-Unis. Et donc pour cela, il a fallu concevoir des matériels de plus en plus puissants et dont l'innovation et le développement ainsi que la production ont été largement bâclés. Je pense que les exemples les plus flagrants, ce sont les deux chars qui sont cités dans la question, les Panthers et les Tigres, qui tout au long de leur vie ont souffert de gros défauts mécaniques, comme la transmission ou la qualité des aciers vers la fin de la guerre. Pour répondre plus simplement, plus sommairement à la question, les Américains n'avaient pas forcément besoin de produire un char plus puissant, d'autant plus que le Sherman était de taille relativement réduite comparé à un modèle qui aurait été plus puissant comme le M26, parce que les Américains produisaient ces chars aux États-Unis, il fallait bien les emmener en Europe, donc par rapport aux tailles des navires, etc., les Américains trouvaient le Sherman plutôt pratique en fait à acheminer vers l'Europe. Et au final, les Américains ont deux visions totalement différentes du rôle que doit avoir le char et des capacités que celui-ci doit avoir. Ensuite, on a une question qui nous parle du mythe de la Wehrmacht aux mains propres. La Wehrmacht avait-elle vraiment les mains propres ? Le mythe de la Wehrmacht aux mains propres, c'est un mythe qui est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans l'après-guerre, et pour l'essentiel, il a été construit par d'anciens militaires de l'armée allemande qui cherchaient un petit peu à se disculper leurs propres responsabilités, et sans doute par fraternité collégiale entre militaires, ils ont cherché à vraiment séparer la Wehrmacht de l'extermination et des différents crimes de guerre qui ont été perpétrés par l'Allemagne pendant la guerre. Et donc selon ce raisonnement, seules des organisations comme la SS auraient été responsables des massacres et des différentes exterminations. Ce mythe est totalement faux, et on va voir pourquoi. Déjà, la plupart des hauts responsables militaires allemands, par exemple pendant l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, signent et font appliquer les différents ordres criminels à l'encontre des commissaires politiques, par exemple le commissaire Beffel, qui mettent en cause la population soviétique. Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, pour un général, un militaire de haut rang de l'armée allemande de cette époque, et encore plus sur le front de l'Est, où la plupart des massacres et des exterminations ont été perpétrés, il est difficile, voire impossible, de se dissocier de ces massacres, puisque la plupart de ces généraux ont fait appliquer les ordres et en avaient connaissance. Et il y a eu très peu, finalement, de généraux, d'officiers qui se sont prononcés contre ces
ordres, en tout cas au plus haut niveau. Ensuite vient aussi la question de l'extermination des Einsatzgruppen par exemple. À l'époque, la SS et tous les services qui lui sont globalement rattachés avaient besoin de la logistique de la Wehrmacht pour opérer sur les arrières du front pour faire leur mission d'extermination. Et donc pour ça, il y a eu des accords, ce sont les accords Wagner-Heydrich, qui ont permis aux Einsatzgruppen de Heydrich de disposer des bases de la logistique de la Wehrmacht pour opérer. Et d'ailleurs, les unités de la Wehrmacht ont participé ponctuellement à certaines exterminations, à certains massacres, en prêtant du matériel et des hommes. Ensuite se pose également la question de savoir si le soldat allemand lambda, le lanceur de base, avait connaissance de tous ces massacres et même de la Shoah, de l'extermination des Juifs. Alors dans une certaine mesure, on peut dire que oui, la plupart des soldats avaient au moins connaissance, même une connaissance vague, de ce qui se passait à l'arrière du front, par exemple pour les massacres. Et tout dépend du grade et de la fonction, mais certains officiers en tout cas avaient connaissance de l'extermination des Juifs. En tout cas, ils avaient une certaine idée de ce qu'on les faisait. Si on parle par exemple des premières exterminations par balle dans le sillage des troupes lors de l'opération Barbarossa, effectivement certains massacres ont pu être perpétrés à l'écart de la population, à l'écart des troupes, mais sur une armée de plusieurs millions d'hommes, il est impossible de tenir un tel secret. Les unités se permutent entre elles, les soldats partent en permission, les soldats fraternisent, on a des millions d'hommes qui se côtoient, et aussi de cette manière qu'a pu se perpétrer des rumeurs, des racontards entre les soldats, et c'est ainsi que même des soldats qui sont basés à l'ouest ont pu entendre avoir une vague idée de ce qui se passe à l'est. Donc en conclusion, difficile de croire au mythe de la Wehrmacht en main propre, et ensuite la plupart des soldats, la plupart des officiers, en effet, en tout cas dans une certaine proportion, avaient plus ou moins connaissance de ce qui pouvait se passer dans des camps et sur les arrières du front. Alors toujours dans le domaine un petit peu de la guerre à l'est, on a la question, l'opération Barbarossa avait-elle une chance de réussir ? Alors volontairement, je vais pas en dire trop parce que j'ai justement une vidéo sur Barbarossa qui se profile, il reste juste qu'à la tourner finalement. Mais je vais essayer de résumer les choses et de vous dire pourquoi non justement l'opération Barbarossa était un échec même sur le papier. Alors si je dois expliquer les choses vraiment simplement, en premier lieu, les Allemands ont vraiment sous-estimé le côté logistique de la chose lors de la planification de l'opération, même si effectivement certains lanceurs d'alerte comme le général Wagner qu'on a cité précédemment justement sur les accords Wagner-Heydrich, qui était globalement le responsable de la logistique de la Wehrmacht, a tenté d'alerter ses supérieurs sur le danger logistique, mais les Allemands se sont assez peu souciés dans leur ensemble de la logistique parce qu'ils pensaient battre les Soviétiques sur les 500 premiers kilomètres de frontières. En outre, les Allemands n'ont jamais vraiment tranché sur la façon d'approvisionner leurs troupes durant la campagne. En fait, la solution qui est adoptée par les Allemands pendant la campagne, c'est une solution de demi-mesure située entre le train et le camion. Mais comme on pense battre et réduire l'armée rouge au silence sur les 500 premiers kilomètres de frontières, on s'est dit que ça ne poserait pas forcément problème. Et c'est lorsque la guerre se prolonge et on voit qu'on continue à progresser en Union soviétique, à s'enfoncer, et qu'au final l'armée rouge n'est pas battue, que commencent à se poser les vraies contraintes logistiques. Ensuite, il faut comprendre que l'armée allemande, qui envahit l'Union soviétique en juin 41, elle n'est pas fondamentalement plus puissante que celle qui œuvre à l'ouest en mai-juin 40. Le nombre d'avions de chasse, par exemple, est sensiblement équivalent, et tout ça pour un territoire qui est bien plus dense et bien plus profond, là où les Français ne pouvaient pas se permettre de laisser du territoire et de reculer, les soviétiques peuvent le faire amplement. Et même en comptant les alliés et les satellites de l'Axe, 4 millions d'hommes c'est très peu pour le potentiel que représente l'Union soviétique. Parce qu'en dehors du combat s'ajoute évidemment l'occupation, la lutte contre les partisans et la résistance, et donc au final on se rend compte que 4 millions d'hommes c'est vraiment très peu. Et enfin, le très gros problème du plan Barbarossa en lui-même, c'est la diversification des objectifs. Hitler n'a pas su trancher entre les différents objectifs qui lui ont été proposés, et c'est pour cette raison qu'il va courir plusieurs lièvres à la fois, en cherchant à prendre Leningrad, Moscou et l'Ukraine, puis ensuite s'emparer du Caucase. Une diversification des objectifs sur des secteurs relativement éloignés du front les uns les autres, ce qui signifie que les moyens offensifs, les moyens blindés, les moyens les plus puissants de l'armée allemande sont donc dispersés, ce qui résulte sur une moins bonne concentration des moyens. Et enfin, on a une question qui n'est pas la plus simple malheureusement. Peut-on réellement parler de Blitzkrieg ? Alors j'ai volontairement posé cette question parce que c'est une question que je trouve à la fois très intéressante d'un point de vue doctrine militaire, et également parce que je me la suis posée assez récemment. Même si j'ai pas encore toutes les réponses définitives à cette question, on peut déjà avancer quelques éléments de réponse. Alors la Blitzkrieg, telle que décrite aujourd'hui et telle que l'on s'imagine aujourd'hui, elle n'existe pas. C'est simplement un terme marketing, un terme qu'a utilisé la presse pour décrire la déferlante des blindés allemands sur l'Europe. Mais dans les faits, qu'en est-il ? C'est justement la question. Ce que l'on considère comme Blitzkrieg, c'est en fait l'aboutissement, l'évolution des doctrines de guerre allemandes de la Première Guerre mondiale. Si l'on prend par exemple les troupes d'assaut de la Première Guerre mondiale, les fameuses Sturmtruppen ou Stoßtruppen, qui ont été créées dans l'espoir de briser le front, de rompre le front, de s'infiltrer dans les lignes alliées. À cette époque, le front est relativement figé et statique, et les Allemands cherchent un moyen de rompre le front, de faire avancer la guerre d'une autre manière, et de lutter contre l'enlisement et le côté statique du front.
C'est donc à partir de 1916 que ces Sturmtruppen, ces troupes d'assaut, vont être développées, mises sur pied et ensuite généralisées à l'ensemble du front ouest pour tenter de donner plus de punch aux assauts allemands et possiblement rompre le front allié. Et en fait, ce que l'on appelle révolution, caractérisée par le couple char-avion par exemple, ou l'utilisation innovante des blindés pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, c'est davantage une évolution de ces tactiques de Sturmtruppen d'infiltration, de percée du front et d'exploitation ensuite, qu'une véritable révolution qui sortirait de nulle part. Donc en soi, les partisans de l'arme blindée, s'ils ont inventé une nouvelle utilisation des blindés, n'ont pas révolutionné la guerre de mouvement. Et d'ailleurs ça n'était pas prévu initialement dans la vidéo, j'avais pas prévu d'en parler, mais puisque je l'ai rapidement évoqué, je vais quand même développer là-dessus rapidement. En fait, plutôt que de Blitzkrieg, on devrait parler de guerre de mouvement, en allemand Bewegungskrieg. Et en fait, à cette guerre de mouvement qui privilégie la manœuvre et la vitesse sur la masse et la puissance de feu pure, on va lui rajouter de la puissance et de l'impact via l'utilisation des chars et des avions, via une concentration des efforts et des moyens offensifs, et là où on va chercher le point décisif pour percer le front. Voilà, on est arrivé à la fin de la dernière question. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les questions qui ont été abordées vous ont intéressé. J'espère que la façon de les traiter aussi vous a plu. Mais pour moi, c'est une façon nouvelle de faire les vidéos que de les faire en total impro là. Bon, ça fait pas trop plaisir quand je vois le minuteur parce qu'on a 45 minutes de rush, qui veut dire 45 minutes de dérush pour moi. Yes. Et puis évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien de la chaîne, ça c'est vraiment important. Restez connectés parce que 2025, je vais vraiment essayer de développer la chaîne en faisant du beau contenu, avec du beau montage, peut-être des belles collabs, des interviews. Il y a des belles vidéos qui arrivent. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!